C'est sûr que c'est l'aventure, hein, parce que entre les caïmans, les piranhas, les serpents, les guérilleros, les militaires, comme il dit, on ne s'ennuie pas. Écologie et aventure, écologie et grande expédition. Mais quel est le rapport? Je vais vous le dire. J'essaie de faire des ponts entre notamment l'écologie scientifique et une écologie humaine qui va essayer de comprendre comment l'humain fonctionne dans la nature. Et en ce qui concerne la nature humaine, pour moi, ce qui est vraiment important, au-delà d'une compréhension, disons, théorique ou très intellectualisée, c'est vraiment le vécu humain. Pour moi, il a une valeur, mais inestimable. Et vous avez un vécu humain, il est très important. Et puis bien sûr, toutes les personnes ont un vécu humain qui peut être vraiment aussi inspirant pour tout un chacun. Et bien sûr, on va être inspiré par différentes personnes. Une personne qui m'inspire, c'est Mike Horn. Donc c'est un grand aventurier. Et lui, ce qu'il aime, c'est expérimenter, aller se confronter aux éléments, aux différents types d'écosystèmes qui existent dans le monde. Pour moi, en écologie humaine, ça fait partie de l'expérimentation. Et d'avoir un retour sur de telles personnes qui ont vécu vraiment des choses que je trouve extraordinaires et extrêmes dans la nature peut nous inspirer et nous donner des pistes pour nous-mêmes. Vous allez voir, on va partir à l'aventure et on va peut-être découvrir un peu plus sur la nature humaine grâce à ce vécu particulier. S'il y a bien un mot qui est important en écologie scientifique, c'est le mot adaptation. Savoir s'adapter, comment les espèces s'adaptent. Et là, je suis allée voir donc récemment une conférence de Mike Horn qui relate sa première expédition, sa première grande expédition, qui était de faire le tour du monde au niveau de la latitude 0, c'est-à-dire au niveau de l'équateur, uniquement à pied, vélo ou embarcation sans moteur. Dans cette conférence, une des grandes idées aussi qui est ressortie, qu'il mettait en avant, c'est savoir s'adapter. Et donc, je vais parler un peu de ça, comment lui, il a su s'adapter dans ces différents environnements, qui peuvent aller de moins 30 degrés à beaucoup plus chaud, et avec un entourage pas forcément des plus sympathiques. Alors lui, sa philosophie de vie, c'est se sentir vivant. Et ce qu'il nourrit, c'est vraiment l'expérience et le vécu des émotions. Il se met des défis quelque part, et ce qui le motive, en fait, qui est un de ses moteurs, c'est l'inconnu. Pour lui, l'inconnu est une motivation. Alors que nous, parfois, avec un peu d'incertitude, on tremble vite. Donc une des premières choses, en fait, pour avoir une capacité d'adaptation, lui, ce qu'il préconise, c'est de sortir de sa zone de confort. Bon, lui, il va très loin, hein. Tout le monde n'est pas forcément capable de ça. Bon, là, ce que j'essaie de faire ressortir, c'est un peu les ressorts, en fait, de sa dynamique, qui peuvent nous servir peut-être à moindre échelle dans des conditions moins extrêmes. Et pour sortir de cette zone de confort, il y a quelque part un travail à faire sur soi. Tout petit travail que l'on peut faire sur soi-même nous enrichit et quelque part nous rend plus forts. Et là, il le précise bien, l'idée, c'est pas d'être plus fort que les autres, mais c'est d'être plus fort pour soi-même, vis-à-vis de soi-même. Alors forcément, qu'est-ce qui apparaît quand on veut sortir de sa zone de confort? Quelle émotion surgit? La peur. Et donc là aussi, il parle de la peur en disant qu'il faut vivre avec elle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'annihiler, quelque part elle est présente et c'est normal et c'est même utile parfois, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de la peur. Et lui, il le dit bien, il n'a pas peur de la peur. Alors lui, il peut aller très loin dans sortir de sa zone de confort, puisque quand il a commencé ce tour du monde, il avait donc 2 océans à traverser à la voile, et quoi? Il ne savait pas naviguer. Il n'avait jamais navigué, hormis sur le lac Léman. Or, le lac Léman, c'est pas beaucoup tanguant, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de vagues. Donc là, c'est sûr qu'il y a aussi la puissance de croire, et ici de croire en soi, en ses capacités. Ce que j'ai trouvé aussi d'important qu'il a énoncé, c'est qu'il a dit « je suis redevenu un animal ». Donc en fait, il a retrouvé sa condition animale, parce qu'il était en système aussi de survie, à chasser les proies pour manger, donc à vivre de manger de serpents, de poissons, de caïmans, de racines, de cœurs de palmier à des moments. Et donc ça, je trouve ça très important parce que, pour moi, la nature humaine est en partie animale, elle n'est pas qu'animale, mais on est un animal et on n'a pas forcément fait la paix avec notre part animale. Or là, je pense que lui, il est capable de cette paix parce que dans ces moments-là, il redevient
animal, il vit son animalité. Et il ne s'en rend pas coupable, etc. Il va manger de la viande, il va manger du poisson sans se dire « Oh là là, mais attention, il ne faut pas faire ça, etc. » Non. Et donc parfois, nous, on veut peut-être sauter des étapes, aller de l'avant dans ce qui nous paraît une voie écologique, entre guillemets, mais en oubliant que l'on n'a pas regardé en fait notre part animale et qu'on n'a peut-être pas fait la paix avec notre partie chasseur, par exemple. Enfin, là, il racontait justement qu'il chassait le caïman et puis qu'il avait d'abord attrapé un tout petit, mais le petit n'était pas assez gros pour le manger. Donc il le laissait crier pour appeler la mère, et puis la mère, il allait la tuer. Alors waouh, ça peut nous fendre le cœur, mais à la fois dans une position de survie, on peut comprendre le comportement. Après, là où je pense qu'il peut y avoir des dérive, par contre, c'est quand on peut avoir ce comportement-là alors qu'il n'y a pas de survie. Alors par rapport à cette condition animale également, il était confronté, lui aussi, à être une possible proie. Donc en fait, à chaque fois qu'il marchait, là, notamment dans la forêt amazonienne, qu'il appelle la jungle, il faisait attention. Et ça, c'était très intéressant aussi, comment il nous a parlé de quels sont les points importants dans son orientation et dans sa façon de marcher. Et on voyait justement l'implication aussi du corps. Et là, pour moi aussi, c'est important de voir comment le corps est complètement impliqué. Là, il ne va pas se dire, il ne va pas établir 1000 équations différentielles dans sa tête pour se dire, tiens, je passe à droite, je passe à gauche, etc. Mais en fait, c'est son système intégré, entre guillemets, j'allais dire, corps-esprit, qui va savoir où passer. Mais parce qu'il a aussi des connaissances. Et je reparlerai aussi de l'aspect connaissance. Pourquoi je vous parle de l'orientation? Je ne sais plus. Je suis désorientée moi-même. Oui, parce qu'en fait, là aussi, de mettre le pied là, à tel endroit ou à tel endroit, ça peut déterminer je suis en vie ou au contraire je suis plus en vie. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une morsure de serpent à la main en utilisant la machette, puis il a continué à marcher. Et puis au bout de 4-5 mètres, en fait, il s'est aperçu qu'il commençait à perdre un peu l'équilibre et puis qu'il ne voyait plus, qu'il n'arrivait plus à faire le focus. Et là, il a réalisé justement qu'il était mordu. Et alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, il faut avoir quelques connaissances. S'il y a du venin dans le corps, à ce moment-là, il faut qu'il diffuse le plus lentement possible. Et l'idée, c'est de mettre, soit d'évacuer déjà le sang, et puis de faire un garrot, de mettre la morsure en tout cas en dessous du cœur pour pas que le venin aille directement au cœur, et aussi d'abaisser la fréquence cardiaque pour pas que justement activer la circulation, que le venin rapidement aille dans tout le corps. Comment on fait quand on est stressé, parce que ça peut être stressant quand même, de réaliser qu'on peut être mordu mortellement, et à la fois qu'il faut abaisser la fréquence cardiaque. Bon, là moi je dirais important de connaître aussi la respiration. On voit bien ici l'importance en fait d'une certaine maîtrise, une certaine connaissance de son corps et d'une certaine maîtrise des émotions, ici de la peur, et de savoir comment gérer, comment modifier sa physiologie pour rester en vie. Alors ce qu'il aime, lui, et c'est une des premières choses qu'il a dites, c'est qu'il aime vivre dans le présent. Et dans cette présence, on voit à quel point les choses peuvent vraiment pivoter, se retourner très rapidement. Il y a eu plusieurs moments, sa survie a été vraiment mise en danger par l'humain, mais de manière très tangible, jusqu'à c'est possible que la mort soit là dans une seconde. Et à un moment, en fait, il y a un peloton d'exécution qui se forme autour de lui pour le tuer. Et en fait, il a su ne pas céder à sa peur, mais se montrer très positionné par rapport à celui qui voulait le tuer. Sachant aussi que l'autre personne en face, qui était d'une certaine culture qu'il connaissait, eh bien, allait être sensible à certains mots, à certaines façons de dire les choses. Et soudainement, la situation a changé, je ne sais plus trop comment, des policiers sont intervenus, et donc on stoppait cette démarche-là, et l'ont renversé, c'est-à-dire qu'ils disaient « Ah, Maïkan, tu peux maintenant le tuer », c'est-à-dire celui qui voulait le tuer, maintenant toi tu peux le tuer si tu veux. Non, mais quelle situation, je trouve, c'est impressionnant. Il a commencé à prendre le fusil pour tirer, et puis en fait il ne l'a pas fait, il a rebaissé, il a donné au policier en disant mais en fait finalement il voulait me tuer mais il ne me l'a pas fait, donc pourquoi moi je vais le tuer? Il n'a rien fait au final. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Je trouve c'est justement l'importance de rester présent, de ne pas céder à la peur, et de croire qu'en fait tout peut changer.
c'est pas une croyance, je pense, où on se dit tout va changer, mais en fait, il y a une attitude qui fait que tout change. Même si la situation était vraiment, a priori, déjà jouée. Voilà. Alors oui, aussi un autre point important que j'ai évoqué tout à l'heure, pour s'adapter, il parle aussi des connaissances. Avant de partir faire cette expédition, il avait pris des livres justement pour bien connaître la faune et la flore des écosystèmes qu'il allait traverser. Et alors donc il disait qu'il avait des piles de livres à lire, etc. Mais au bout de quelques pages, etc., qu'il essayait d'apprendre tous les serpents, s'ils étaient venimeux ou pas, il s'est dit mais là c'est pas possible. Il y a des connaissances inutiles, il va falloir que je cadre. Et donc il a arraché toutes les pages des serpents qui n'étaient pas venimeux, parce qu'il dit bah, c'est inutile de le savoir. Autant savoir uniquement les serpents qui sont venimeux, et ça va m'être utile. Et donc il a appris par cœur en fait la tête, la forme des serpents qui pouvaient être venimeux. Autre importance aussi des connaissances qu'il avait par exemple reçues d'autres cultures, il est en pirogue sur un grand lac à traverser, et puis il y a une tempête. Et donc normalement la pirogue elle n'est pas faite justement pour traverser tout le lac, hein, normalement elle est juste faite pour faire de la pêche aux abords du lac. Et là donc il y a une grande tempête, et la pirogue elle se remplit d'eau, et donc lui il essaie d'écoper, mais c'est pas facile en fait parce qu'il n'y arrive pas au rythme suffisant. Et à un moment donné, il repense en fait à ce qu'on lui avait appris, alors je ne sais plus dans quel pays, qui lui avait appris, que en fait pour la pirogue, l'idée pour déverser l'eau, c'est de la secouer comme ça pour que l'eau parte d'un côté, parte de l'autre, et au final il y a moins d'eau dans la pirogue. Et là, comme il y avait beaucoup de vagues sur le lac, bah, il a adapté à cette situation, parce qu'en fait je pense qu'on lui avait appris le coup de la pirogue sur des fleuves, là où il n'y a pas forcément beaucoup de vagues. Et là il a adapté la situation en se disant je me mets parallèle aux vagues, et donc à chaque vague bah, je suis le mouvement, et j'aide aussi à ce que la pirogue suive bien le mouvement pour éjecter de l'eau d'un côté et de l'autre. Et donc il a réussi comme ça à ne pas couler, mais malheureusement il a perdu tout son ravitaillement à part un sac, et donc toute sa nourriture était au fond du lac. Il a dû continuer 6 jours en fait comme ça sans manger avant d'arriver sur l'autre côté, sur l'autre rive. Donc pour lui c'est vraiment important aussi de savoir faire face, d'accepter la douleur, d'accepter la soif, d'accepter la faim. Il dit on trouve des ressources en nous qu'on ne croyait pas possibles. Oui, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que lui, il explore vraiment les limites, et donc il explore certains aspects de la nature humaine dans des conditions de survie, dans des conditions extrêmes. Et comment cet humain-là, il peut faire face avec le corps, avec l'état d'esprit, avec des connaissances, avec une gestion de la peur. Alors croire aussi, c'est vraiment important. Donc avoir, je dirais, une confiance en soi, une confiance en la vie, une confiance en l'évolution des circonstances, on va dire. Et ça a été le cas, par exemple, avant de commencer son expédition, il n'avait pas d'argent et il ne voulait pas de sponsors, etc. Donc en fait, ce qu'il recherchait, c'était un bateau. Et puis un jour, alors je ne sais comment on l'appelle, en fait, quelqu'un lui donne rendez-vous dans une petite pizzeria, et c'est à 100 km ou à 200 km de chez lui. Enfin, il enfourche son vélo et hop, il rejoint le monsieur, qui au final va lui prêter, alors même lui donner, mais lui, il va le rendre, l'argent nécessaire pour acheter son bateau. Et ça, c'était une semaine avant le départ, et il était à 2 doigts d'annuler toute l'expédition. Bon, je trouve ça aussi magique. À un moment donné aussi, il parle d'avoir de la chance. Mais est-ce que c'est de la chance, ou il y a quelque chose qui se trame derrière, qui nous échappe, mais qui aide la personne? Il raconte comment il a rencontré sa femme dans un bar. Voilà. On peut se dire, tiens, c'est le hasard. Alors, ce qu'il y a derrière aussi, c'est qu'en fait, il est allé dans ce bar pour se payer une bière avec le premier argent qu'il avait reçu d'une personne qu'il avait aidé. Il avait rendu service à cette personne lui a donné de l'argent pour boire, et donc avec cet argent, il est allé au bar. Et donc finalement, il y a eu quelque chose là qui s'est passé aussi, et que s'il n'avait pas aidé la personne, s'il n'avait pas reçu ce pourboire, il ne serait pas allé au bar. Bon, après, chacun son interprétation, et on y met chacun sa dose de chance. Un de ces messages, c'est que l'on est fragile, effectivement, mais que l'on peut devenir beaucoup plus fort que ce que l'on croit, grâce justement à cette capacité d'adaptation. Donc il faut connaître un peu les ficelles.
Donc je vous souhaite plein de belles adaptations dans votre vie, face à tout ce qui peut changer, qui peuvent parfois nous déconcerter, troubler ou faire peur. Enfin, il a une question dans sa conférence, c'est pourquoi l'humain veut tant de mal à d'autres humains notamment? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a ce besoin, cette envie de faire du mal? Bon, il n'y répond pas. Rester dans la présence, et comme il le dit lui quand il faisait la traversée de la forêt amazonienne, chaque pas est intense. Chaque pas est intense. Et peut-être vivre cette intensité-là, ne pas en avoir peur. Au contraire, la vivre. À bientôt pour d'autres aventures. Ciao.